Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous aborderons aujourd'hui les axes suivants. Le Maroc et l'USAID annoncent une nouvelle stratégie de coopération au niveau de l'enseignement. La guerre à Gaza enflamme les campus universitaires américains à travers des manifestations pro-palestiniennes. Dans le cadre des relations dynamiques entre le Maroc et les États-Unis, qui se manifestent à travers des interactions économiques, militaires et politiques en plein essor, l'importance de la coopération et de la coordination spécifique dans le domaine du développement humain est cruciale. Ainsi, l'Agence américaine pour le développement international a conclu des accords avec plusieurs ministères et institutions marocaines, comme la fondation Lalla Asma pour les enfants sourds, qui a mis en place un programme de formation destiné aux enfants souffrant de déficiences auditives. Cette initiative vient en appui au programme national marocain de dépistage néonatal et de prise en charge des enfants et des jeunes en situation de handicap auditif et de surdité, lancé l'année dernière sous la direction de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma. Dans la seconde partie, nous aborderons les manifestations d'étudiants de l'université George Washington à Washington DC. Des centaines d'entre eux expriment leur opposition à la guerre à Gaza et se solidarisent avec leurs camarades d'autres universités américaines qui affirment être victimes de harcèlement, d'intimidation et même d'arrestation en raison de leur opinion et convictions politiques. Cependant, certains font valoir le caractère antisémite et violent de ces protestations provenant d'agitateurs extérieurs. Nous examinerons donc ces revendications estudiantines et discuterons des véritables enjeux entourant ces manifestations qui représentent un phénomène rare dans les universités américaines depuis la guerre du Vietnam. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Leonski Pwaskin, directeur exécutif senior au sein du cabinet de conseil international DefTech, spécialisé dans la fourniture de services de conseil et d'assistance technique à différents gouvernements, entreprises privées et organisations de la société civile à travers le monde. Avec une expérience couvrant plus de 100 pays, Leonski a occupé des postes de haut niveau au sein du département d'État américain et de l'Agence américaine pour le développement international, notamment dans des pays comme le Pakistan, Haïti, la Russie, l'Afghanistan, la Mongolie et le Kenya. En seconde partie, nous accueillerons Aya, étudiante diplômée de l'université George Washington, ainsi que Negar Mortazavi, journaliste et commentatrice politique qui occupe le poste de chercheuse principale au Centre d'études en politique internationale. Nous recevrons également le docteur Elizabeth Anker, professeure d'études américaines et de sciences politiques à l'université George Washington. Et comme à l'accoutumée, avec nous, notre chroniqueur Georges Landrith, qui préside depuis 1998 le groupe de réflexion Frontiers of Freedom Institute, émanant de la vision de l'ancien sénateur américain Malcolm Wallop. Bienvenue à tous. Je vous propose tout d'abord de suivre le récit de notre correspondante Jihan Mansour à propos du partenariat du Maroc et de l'Agence américaine pour le développement international de l'USAID concernant une nouvelle stratégie de coopération au niveau de l'enseignement. Outre les relations économiques, militaires, sécuritaires et politiques, la coopération sociale et le développement humain occupent une place de choix dans l'agenda des relations entre le Maroc et les États-Unis. Cette priorité se manifeste notamment par une attention particulière portée aux personnes ayant des besoins spécifiques, témoignant ainsi d'un attachement humanitaire profondément enraciné entre les sociétés marocaines et américaines, impliquant les institutions de la société civile des deux pays. En soutien aux objectifs clés du gouvernement marocain visant à garantir l'équité éducative pour tous les segments de la société, l'Agence des États-Unis pour le développement international a conclu un accord avec la fondation Lalla Asma pour les enfants et les jeunes sourds, ainsi qu'avec le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l'Université Mohammed V de Rabat. Ensemble, ils mettront en œuvre un projet sur 4 ans visant à former des enseignants à la langue des signes et à établir un centre universitaire de formation dans cette langue à l'université Mohammed V. Cette initiative de coopération témoigne de l'attention particulière accordée par Sa Majesté le roi Mohammed VI
à l'ensemble des couches de la société marocaine, illustrant ainsi la vigueur de sa vision progressive en matière de développement humain. Cette vision aspire à une société marocaine où tous les citoyens bénéficient d'un même accès aux opportunités et d'une égalité de traitement tout en favorisant l'ouverture aux expériences internationales dans le domaine de l'égalité des chances et de la justice sociale. Jehan Mansour devant le siège de l'USAID, Média TV, Washington. Merci, Jian. Georges Landrith, je vais commencer par vous. Nous avons largement évoqué dans cette émission l'étroite coopération entre les États-Unis et le Maroc dans divers domaines, dont le développement humain. Lorsque de tels accords sont signés, c'est le signe d'un renforcement de nos relations, non seulement sur le plan humain, mais également sur le plan sociétal, n'est-ce pas ? Je suis d'accord avec votre analyse. Si l'on considère l'historique de nos deux nations, il est clair que nous entretenons une amitié et une alliance solide depuis plus de 2 siècles, peut-être même 50 ans de plus. Contrairement à certaines alliances qui se fondent simplement sur des intérêts stratégiques communs, notre relation repose sur des valeurs partagées et une coopération profonde. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les États-Unis et l'Union soviétique étaient alliés par nécessité plutôt que par affinité réelle. En revanche, dans le cas du Maroc et des États-Unis, notre collaboration repose sur des fondations solides, nourries par des accords et des collaborations multiples. Cette relation va au-delà de la simple alliance. Elle revêt un caractère personnel, illustré par des exemples tels que le soutien enthousiaste des Américains à l'équipe marocaine lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ce qui témoigne de la proximité et de l'engagement mutuel entre nos peuples. C'est donc avec enthousiasme que je vois nos deux pays travailler ensemble. Léon Skip, pouvez-vous nous décrire ce programme de formation inclusive? Quels en sont les principaux éléments et à quel stade de développement de ce programme en sommes-nous? Je vous remercie Marc, je serai ravi de vous donner plus de détails. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude d'être présent parmi vous ici aujourd'hui. C'est un véritable honneur de participer à cet événement et je suis fier de pouvoir discuter de ce programme avec vous. Il s'agit du programme Morocco Inclusive Education Teacher Training Activity, une initiative d'envergure menée par l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, connue sous le nom de Meetup. Ce projet s'étend sur une période de 4 ans et vise 3 objectifs principaux. Tout d'abord, il s'agit de former des enseignants spécialisés dans l'éducation des personnes sourdes, tant ceux déjà en poste que ceux en formation initiale. Nous leur dispensons une formation approfondie sur la langue des signes marocaine et l'éducation bilingue adaptée aux sourds. Deuxièmement, le programme prévoit la mise en place d'un cursus dédié à l'éducation des sourds au sein de l'université Mohammed V de Rabat, destiné au personnel et aux membres de nombreuses organisations non gouvernementales travaillant avec la communauté sourde au Maroc. Enfin, l'initiative vise à renforcer la capacité de la communauté sourde marocaine à promouvoir l'éducation des sourds et à sensibiliser le grand public aux défis rencontrés par les personnes sourdes et malentendantes. Léon Skip, on reste avec vous. Pour quelles raisons ce partenariat a-t-il été établi avec le Maroc et quelles sont les personnes qui ont joué un rôle clé? Il serait intéressant d'explorer l'impact des membres des organisations sur la mise en œuvre de ce programme. Il est crucial de souligner que le projet Meetup est une initiative marocaine. La promotion de l'éducation inclusive, notamment l'éducation des sourds, est une priorité du gouvernement marocain. Ainsi, le gouvernement a sollicité l'aide des États-Unis via l'USAID pour concrétiser cette priorité.
En 2019, comme mentionné auparavant, un protocole d'accord a été signé entre l'USAID, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, la fondation Lalla Asma et l'université Mohammed V, jetant les bases du projet Meetup. Par la suite, les États-Unis ont lancé un appel d'offres pour obtenir une assistance technique spécialisée afin d'aider les organisations marocaines à réaliser cette vision. DevTech Systems Incorporation, la société pour laquelle je travaille, a remporté ce marché et a été chargé de mettre en œuvre le projet en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes. Cependant, il est essentiel de souligner le rôle crucial de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, dans ce projet. En tant que présidente de la fondation Lalla Asma, Son Altesse Royale a apporté un soutien personnel et un intérêt indéfectible à l'initiative. Notre équipe Meetup a eu l'honneur de présenter le travail accompli à Son Altesse Royale lors d'une réunion en début d'année, en présence du directeur de mission USAID par intérim Juan Carlos Rodriguez et des membres de son équipe. Lorsque nous avons présenté votre biographie, j'ai énuméré les différents pays où vous avez travaillé, notamment lors des crises comme le tremblement de terre en Haïti, mais aussi en situation de guerre et de menaces terroristes au Pakistan et en Afghanistan, entre autres. Ces missions représentent souvent les aspects les plus exigeants de la diplomatie mondiale. Comment votre parcours professionnel vous a-t-il conduit à participer à ce programme ? All the experiences you mentioned, I think, have helped prepare me very much for the work that we're now doing in Morocco. As you noted, I've worked in Toutes les expériences que vous avez évoquées ont été extrêmement formatrices pour moi et ont considérablement contribué à me préparer à notre travail actuel au Maroc. Comme vous l'avez souligné, j'ai travaillé dans de nombreux environnements complexes, caractérisés par une multitude d'acteurs et de parties prenantes, ainsi que des relations politiques, économiques et sociales difficiles. Ce que j'ai appris de ces expériences, c'est que pour être efficace et un leader dans ce domaine, il est crucial de travailler en étroite collaboration avec les populations locales dans les pays où les programmes que nous soutenons sont déployés. J'ai occupé des postes de direction pour l'USAID et, comme vous l'avez mentionné, dans des endroits très exigeants. Toutefois, je crois fermement que les défis auxquels nous sommes confrontés dans le domaine du développement international ne sont pas principalement d'ordre technique. Nous disposons généralement des solutions techniques nécessaires. Par exemple, nous savons comment améliorer les cultures agricoles ou construire des infrastructures. En fait, les défis résident plutôt dans la gouvernance, c'est-à-dire la mise en place des politiques et des procédures nécessaires pour garantir la pérennité des solutions techniques une fois les projets terminés. Pour assurer le succès de ces projets, il est donc essentiel de comprendre les dynamiques locales et de nouer des liens personnels avec les communautés. Vous m'interrogez sur ce que je tire de ma longue carrière pour m'aider dans notre travail au Maroc. À mon sens, il est primordial de connaître et de comprendre les acteurs locaux. Heureusement, nous avons d'excellents partenaires au Maroc et j'ai eu le privilège de les rencontrer en personne. Certainement. Lors de vos missions à l'étranger, notamment en Haïti, au Pakistan, en Afghanistan, vous avez souvent été séparés de votre famille. Heureusement, votre nouvel emploi vous offre l'opportunité de passer du temps avec votre entourage et de vous investir dans des projets aussi significatifs que celui-ci. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de rencontrer votre merveilleuse famille. Quel impact cela a-t-il sur votre vie de savoir que vous participez à un tel programme qui bénéficie à tant de personnes, en particulier à des enfants sourds et malentendants? En effet, Marc, comme vous le savez, j'ai 3 enfants. 2 de mes fils sont désormais adultes, tandis que ma fille approche de l'âge adulte, ayant 16 ans. Il est primordial pour moi qu'il soit fier de mon engagement professionnel et de l'impact positif que les initiatives de développement technologique ont à travers le monde. De manière tout aussi cruciale, je tiens à ce qu'il soit fier de résider dans un pays comme les États-Unis dont l'engagement humanitaire est si fort. Finançons des projets comme Meetup au Maroc et soutenons les enfants à l'échelle mondiale. Il est donc essentiel pour moi que mes enfants, ainsi que l'ensemble de ma famille, soient fiers de mes actions,
Ce projet revêt une importance toute particulière pour moi sur le plan personnel, car ma fille est sourde. Cette expérience personnelle me rend particulièrement sensible aux défis auxquels font face les enfants sourds. Même dans un pays comme les États-Unis, où les ressources éducatives sont abondantes, je suis conscient des difficultés qu'ils rencontrent pour accéder à une éducation de qualité. Je souhaite que ma fille, et elle en est consciente, comprenne que grâce à l'engagement de DEFTEC et à la coopération avec l'USAID, nous nous efforçons d'apporter notre aide non seulement à elle-même et aux enfants sourds aux États-Unis, mais également à ceux du monde entier. Absolument, vous avez tout à fait raison. Je suis heureux d'avoir pu partager cette expérience avec vous ainsi qu'avec votre famille, Léon Skip. En fin de compte, les relations personnelles peuvent contribuer à resserrer les liens avec des pays comme le Maroc. Quant à l'impact à long terme de ce type de programme, il pourrait avoir des répercussions significatives sur la coopération de l'USAID au Maroc. Je suis tout à fait d'accord, Marc. Je pense que c'est une excellente question. J'aime envisager la politique étrangère des États-Unis selon 3 axes, souvent appelés les 3D. Ces 3D représentent la défense que nous connaissons tous, la diplomatie qui est familière à la plupart et le développement, probablement le moins connu mais tout aussi crucial. Le travail effectué par DEFTEC, Meetup et l'USAID relève de ce 3e volet. Pourquoi est-il si important ? Parce que le développement représente en quelque sorte le côté humanitaire de la puissance américaine. Et c'est à travers lui que nous pouvons projeter et incarner nos valeurs en tant que nation. Quelles sont ces valeurs ? La liberté, l'état de droit, l'équité, la justice et notre engagement envers les plus vulnérables, que ce soit les enfants sourds au Maroc ou d'autres personnes dans le monde en situation de détresse et ayant besoin d'aide. C'est la quintessence même des États-Unis. Ce discours diffère considérablement de celui de certains de nos rivaux sur la scène mondiale. Des initiatives telles que Meetup nous permettent non seulement d'exprimer ce récit, mais aussi de le concrétiser et de démontrer sa crédibilité. Je pense que cet effet, comme vous l'avez décrit, est extrêmement important et c'est précisément ce que ce type de programme peut accomplir. Georges Landrith, approfondissons ce point. Loin d'être superficielle, la profonde dimension humaine d'un tel programme, ainsi que d'autres initiatives similaires, pénètre puissamment la vie des individus et influence leur quotidien. Pourriez-vous nous éclairer sur l'importance de ces programmes que les États-Unis déploient en Afrique et au Moyen-Orient, et ils transforment des vies pour le meilleur tout en renforçant les liens entre les États-Unis et le reste du monde. Je suis d'avis qu'améliorer les relations ne consiste pas simplement à mettre en place des programmes de relations publiques sophistiqués, car cela ne change pas fondamentalement les perceptions des gens qui vivent une réalité différente. Pour bâtir des relations solides, il faut adopter une approche amicale et authentique. Par exemple, si j'avais un voisin et que je prétendais être un ami proche chaque fois que je le croise, mais que je ne lui adresse jamais un simple bonjour, cela ne suffirait pas. En revanche, si je lui apporte mon aide pour déneiger son allée pendant l'hiver, ou si je l'assiste après un accident, cela démontre un véritable engagement envers son bien-être. C'est ainsi que se construit une relation authentique. Pour moi, il est crucial de montrer que notre engagement va au-delà de la simple communication, qu'il s'agit d'une réelle préoccupation pour les individus. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que la relation avec le Maroc est si forte. Ces dirigeants se soucient véritablement de leur population et cherchent activement à améliorer sa qualité de vie. Nous partageons donc des valeurs similaires, ce qui renforce notre partenariat. Cette approche démontre au reste du monde que nous aspirons à être des amis, plutôt qu'une simple puissance militaire. Skip Waskin, y a-t-il d'autres programmes similaires menés par DEFTEC, l'USAID et d'autres organismes au Maroc ou ailleurs sur le continent africain ? Comment pouvons-nous étendre ces activités pour créer davantage d'opportunités de ce type ?
Well, we're doing a lot. Happily, DevTech is involved currently in, you mentioned over our corporate history, we've been involved in more than 100 countries. We're currently working in over 40, and several of those are in. Écoutez, nous menons de nombreuses initiatives et sommes reconnaissants de notre implication dans divers projets à travers le monde. Au fil de notre histoire, DevTech a été actif dans plus de 100 pays. Actuellement, nos opérations couvrent plus de 40 pays, notamment en Afrique. Bien que nous ayons déjà abordé le cas du Maroc, nous avons récemment conclu plusieurs autres projets. Je discuterai de ces derniers dans un instant. Ce qui caractérise notre travail chez DevTech, c'est la cohérence de nos principes. Lorsque je réfléchis à notre engagement dans le développement technologique, 3 valeurs me viennent à l'esprit: la transparence, la responsabilité et l'accent sur les données. Dans les nombreux programmes et projets que nous avons la chance de soutenir pour le gouvernement américain à travers le monde, chacun aborde au moins l'un des thèmes fondamentaux que sont la transparence, la responsabilité et l'importance des données. Permettez-moi de vous donner quelques exemples concrets. À Washington, par exemple, nous avons le privilège de collaborer depuis de nombreuses années avec l'USAID et désormais avec le département d'État où nous gérons un site web appelé foreignassistance.gov. Ce site est la principale source d'informations sur ce que finance le gouvernement des États-Unis dans chaque pays, remontant même jusqu'au plan Marshall. Nous sommes honorés de travailler en partenariat avec le département d'État et l'USAID pour maintenir ce site et garantir la transparence des données. En Zambie, par exemple, nous venons de conclure un projet majeur où nous avons aidé le gouvernement à évaluer l'efficacité de son programme phare d'éducation, Let's Read Project. Nous avons mesuré les niveaux de lecture des enfants au début et à la fin du programme, laissant derrière nous des outils et des techniques pour que le gouvernement puisse continuer à évaluer ces projets. We measured the levels of reading of children at the start of the program and then at the end of the program, and we left behind a series of tools and techniques that the government of Zambia itself can continue to use. Nous avons mené des actions similaires au Nigeria, en travaillant avec l'ambassade des États-Unis et le gouvernement nigérian pour évaluer les programmes de lutte contre le VIH, le sida, même dans des environnements difficiles où le personnel gouvernemental ne peut pas se déplacer. Ces exemples illustrent notre engagement en tant qu'entreprise, en tant que DevTech, à promouvoir la transparence et la responsabilité à travers la collecte et l'analyse des données. Skip Waskin, prochaine question. Comment envisagez-vous l'évolution de ce programme ou dans quelle autre région du Maroc pourrait-il être étendu sur le long terme? Grâce à Meetup, ce programme touchera des milliers d'enseignants et des dizaines de milliers d'étudiants, ce qui représente une réussite considérable, bien que seulement une petite partie des besoins soit comblée. J'espère que ce protocole d'accord ouvrira la voie à la continuation de ce projet ou à des initiatives similaires. Toutefois, cette perspective dépendra des choix et des décisions du gouvernement marocain, ainsi que de la disponibilité des fonds, des domaines sur lesquels je ne peux émettre de commentaires. Néanmoins, je conclus sur cette réflexion. Il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Et j'espère que quelqu'un pourra le poursuivre. Tout à fait, absolument. Concentrons-nous sur le cas particulier du Maroc. Sa position géographique en tant que porte d'entrée vers le continent africain, également à proximité du Moyen-Orient et de l'Europe, lui confère une importance stratégique indéniable pour la réalisation de projets de cette envergure. Son environnement politique est stable et ouvert, comme illustré par la collaboration sur le site web dont vous nous avez parlé il y a quelques instants. Tout ça offre un terrain propice à ces initiatives. Prochaine question, comment évaluez-vous les efforts conjoints en matière de développement humain et de diplomatie, tout ça pour aider nos deux nations à surmonter leurs défis actuels et à progresser ensemble à l'avenir? Well, I can only talk about this subject from my own experience. My own experience has been through the lens of META, if you will.
Je peux uniquement partager mon expérience personnelle quant à ce sujet. Mon expérience a été façonnée par mon implication avec Meetup. D'ailleurs, j'ai eu l'opportunité de visiter le Maroc à plusieurs reprises et d'interagir avec divers représentants du gouvernement, du monde universitaire, du secteur privé et des organisations non gouvernementales. En comparant l'engagement actuel du Maroc dans de tels programmes avec celui d'autres pays où j'ai travaillé au cours de mes 37 années d'expérience dans l'aide américaine, je constate que le Maroc se distingue. Le Royaume du Maroc se montre exceptionnellement engagé dans le développement du capital humain de ses citoyens. Il s'agit d'un investissement significatif dans sa population et le travail de Meetup en est une illustration tangible. En outre, je partage l'opinion exprimée précédemment par Georges sur le potentiel considérable de développer davantage ce type de travail et d'enrichir cette relation. Et je suis reconnaissant que Meetup puisse apporter sa modeste contribution à cette initiative. Merci beaucoup, nous avons été honorés de votre présence parmi nous aujourd'hui, Skip Waskin, ainsi que vous, Georges Landrith. Merci à vous deux, nous allons faire maintenant une courte pause, restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Aujourd'hui, nous vous proposons les perspectives de 3 groupes d'âge et de milieux professionnels différents sur le récent mouvement qui s'est manifesté dans les universités américaines en soutien aux civils de Gaza et en opposition à la position de l'administration Biden sur la situation au Proche-Orient. Nous avons décidé de nous rendre sur les lieux pour essayer de mieux comprendre ce phénomène et d'entendre directement les voix des étudiants. Ces manifestations ont-elles un réel impact politique? Sont-elles exemptes de tout parti pris en faveur d'un camp ou d'un autre? Y a-t-il des individus qui cherchent à exploiter ce mouvement étudiant à des fins personnelles? Ce sont peut-être des interrogations auxquelles beaucoup d'entre vous songent et les réponses ne sont pas toujours évidentes. Nous avons donc choisi de recueillir des témoignages sur le terrain de ceux qui participent à ce mouvement étudiant assez unique dans l'histoire des universités américaines. Peu de temps après l'enregistrement de ce passage dans le cadre de l'émission avec le Maroc depuis Washington, dans le campus de l'université George Washington, la police métropolitaine américaine est intervenue pour disperser le sit-in étudiant et évacuer les manifestants. Des dizaines d'étudiants ont été temporairement détenus avant d'être relâchés. Ainsi, le site du sit-in en solidarité avec les civils de Gaza a été démantelé, transformant le parc en un espace ouvert après des semaines de blocage. Cette décision est survenue à la suite de délibérations entre les autorités de l'université George Washington et les forces de sécurité de la capitale américaine, ces dernières ayant refusé d'intervenir sans instruction claire émanant des plus hautes instances de responsabilité. Dans ce contexte, les étudiants ont continué leur activité quotidienne comme manger, dormir, boire et étudier tout en arborant des banderoles, des drapeaux et des tambours. Un système de transition locale composé de volontaires a été mis en place pour assurer la propreté, la sécurité et la mobilisation de ce qu'ils percevaient comme leur lutte. Cette mobilisation visait à faire avancer leurs revendications et à instaurer des dialogues constructifs avec l'administration universitaire, malgré les tensions croissantes. Pourtant, cette manifestation pacifique a été considérée par l'administration comme perturbatrice car elle entravait le déroulement académique d'autres étudiants désireux de reprendre leurs cours. Cette situation soulève des questions sur la limite entre le droit constitutionnel à la liberté d'expression et le respect des impératifs académiques, tout en mettant en évidence les divisions au sein de la communauté estudiantine sur les enjeux politiques internationaux. Nous nous trouvons à l'université George Washington, en plein cœur de la capitale, au 8e jour d'une manifestation qui s'étend à travers le pays pour défendre les droits garantis par la Constitution des États-Unis d'Amérique. Ici, à quelques rues seulement de la Maison-Blanche, nous nous tenons à côté de centaines d'étudiants qui ont pris part à cette mobilisation, exerçant ainsi le droit fondamental de réunion et leur liberté d'expression. Parmi eux, nous avons le plaisir d'accueillir Aya, récemment diplômée de l'université.
Pourriez-vous nous parler de votre parcours et de ce que représente le fait d'être ici en ce moment? Je suis née palestinienne et je suis profondément fière de mes origines. Mon père est originaire de Gaza et ma mère de Jaffa. La famille de mon père a été contrainte de quitter Gaza dans les années 60 et n'a jamais pu y retourner. Quant à la famille de ma mère, elle a été déplacée lors de la Nakba en 1948. Ainsi, notre histoire familiale est malheureusement marquée par ces tragédies de nettoyage ethnique, des événements profondément condamnables. Cependant, même si je n'étais pas palestinienne, je soutiendrai ce mouvement avec la même conviction, car il incarne les valeurs morales qui me sont chères, le droit à la liberté et la lutte contre l'oppression. Il est crucial pour moi de souligner les 76 années d'occupation de la Palestine par l'entité sioniste, ainsi que les 17 années de siège implacable de Gaza par terre, par air et par mer. Il est profondément révoltant de constater qu'après presque 7 mois de génocide, rien n'a changé. Et pire encore, le soutien à Israël s'est renforcé. Les États-Unis continuent à octroyer à Israël une aide annuelle de 3,8 milliards de dollars. Une somme qui alimente l'achat d'armes américaines utilisées pour opprimer notre peuple. Cette réalité suscite l'indignation, d'autant plus que de nombreux secteurs de la société demandent instamment aux politiciens de cesser ce soutien et de se désengager des entreprises complices de l'occupation de la Palestine. Le manque de réaction face à ces appels a exaspéré le sentiment d'injustice et a renforcé ce mouvement en exposant les contradictions entre les intérêts sionistes et les droits et besoins des étudiants et des citoyens américains. J'aimerais avoir votre avis également. Vous éprouvez un sentiment de trahison envers vos dirigeants et l'establishment universitaire, non seulement à l'université George Washington, mais également ailleurs. Je ressens une profonde trahison envers ces institutions en raison de leur manque d'intégrité. Une étude de l'histoire révèle que ces entités ont été créées dans le dessein de soutenir des systèmes oppressifs, ce qui est une réalité troublante. Un exemple éloquent est le massacre de Kent State, où des étudiants ont courageusement exprimé leur désaccord avec la guerre au Vietnam, mais ont été confrontés à une réponse violente de la part des forces de l'ordre, entraînant des pertes tragiques. Cette dynamique se répète dans tout le pays, comme à l'Université de Californie à Los Angeles et l'Université de Columbia à New York, où la présence policière est disproportionnée. Bien que ces forces soient censées protéger les citoyens, elles semblent souvent servir les intérêts des élites et des partisans pro-sionistes. Cette réalité est à la fois répréhensible et déplorable. Le mépris affiché par les membres du Congrès qui semblent ignorer les demandes des étudiants et menacent de les réprimer plutôt que de les écouter est tout aussi révoltant. Aya, vous préoccupez-vous de l'éventualité des violences? Nous avons observé la présence policière dans des villes comme New York, dans l'État du Texas et dans d'autres régions. Craignez-vous pour la sécurité de vos compagnons manifestants? Je considère qu'il est primordial de se concentrer sur les motivations qui ont amené les étudiants ici. Ils comprennent que c'est un sacrifice mineur face au génocide en cours à Gaza, à la manière dont le gouvernement américain et ses institutions universitaires permettent l'occupation et l'oppression des Palestiniens à travers leurs activités de recherche. Ainsi, c'est un sacrifice mineur pour la libération de millions de personnes. Malgré la privation de leurs droits, notamment celui de la liberté d'expression dans le campus, les étudiants restent déterminés. En tentant constamment de réprimer leur mouvement, la communauté s'est mobilisée pour le soutenir, car il y croit fermement. En fait, la présence massive aujourd'hui, audible par les applaudissements en arrière-plan, montre un soutien massif envers la Palestine et une opposition à l'envoi continu de milliards de dollars à des entités étrangères. Il est crucial que les revendications des étudiants soient non seulement entendues, mais également prises en compte. Ils ont demandé à maintes reprises à leur administration de s'engager dans un dialogue, mais leurs appels ont été ignorés. Quelle est la fausse interprétation la plus répandue que les médias ou le grand public font de ces manifestations à travers leur couverture médiatique?
Je considère qu'il ne s'agit pas simplement d'une mauvaise interprétation, mais plutôt d'une campagne active de dénigrement de ces manifestations. Les médias tentent de les présenter comme des mouvements qui ne défendent pas la libération des peuples, cherchant ainsi à les discréditer de toutes les manières possibles, dans le but de les faire taire. Leur intérêt ne réside pas dans le mouvement en lui-même, ni dans les personnes qui le composent, mais plutôt dans la promotion de la propagande de l'entité sioniste, ce qui, en dernière analyse, nuit aux habitants de ce pays. En plaçant les intérêts d'un acteur étranger au-dessus de ceux de la population locale, ils révèlent leur véritable motivation, ce qui est essentiel de le souligner. Quel défi pensez-vous que les étudiants présents ici aujourd'hui doivent affronter ? Dans certains cas, comme à Harvard par exemple, certains responsables ont déclaré qu'ils ne recrutaient pas d'étudiants ayant participé à des manifestations. Quel est votre avis, ainsi que vos compagnons manifestants, des appréhensions quant à d'éventuelles répercussions sur votre avenir professionnel ? Écoutez, je crois que de nombreuses industries et individus soutiennent activement ce mouvement. Si un employeur refuse d'embaucher quelqu'un en raison de son engagement, cela indique probablement que ce n'est pas un endroit où vous voudriez travailler, car cela pourrait signifier la suppression de votre voix et de vos droits. Cela pourrait restreindre votre liberté d'expression et vos aspirations. Ainsi, je ne pense pas que les gens devraient s'inquiéter autant. En continuant à lutter contre ces systèmes d'oppression, nous espérons qu'ils ne pourront plus discriminer les manifestants et ceux qui exercent leur droit au premier amendement pour dénoncer la corruption gouvernementale. Ils mettent leurs intérêts et leur capital avant ceux de la population et privilégient le capitalisme. Je crois fermement que cela ne devrait pas être le cas. Ce sur quoi nous devrions nous concentrer maintenant, c'est comment mettre fin au génocide, garantir la libération des Palestiniens et encourager chacun à contribuer à la lutte et au mouvement. Comment réagissent vos parents lorsque vous leur annoncez votre présence ici ? Quel est leur avis sur la situation ? Mon père est présent ici avec moi, quelque part dans la foule derrière. Mes parents me soutiennent pleinement, à hauteur de 100%. Ils m'ont certes recommandé d'être prudente, mais ils ne m'ont jamais dissuadée de venir ici, car ils comprennent l'importance de la solidarité communautaire, de l'utilisation de notre voix et de la perturbation des mécanismes du capital dans les rues. En fermant les rues, en prenant le contrôle et en libérant les espaces publics, en perturbant les activités ordinaires, nous sapons progressivement et paralysant les systèmes qui oppriment des millions de personnes. Cela permet à nos concitoyens de se libérer également et d'avoir une chance. Nous assumons ici au sein de l'Empire américain, au cœur de la bête, dans ce pays impérial répugnant, la responsabilité de l'affaiblir pour qu'il ne puisse plus exporter ces systèmes à travers le monde. Les négociations actuelles entre les représentants israéliens et ceux du Hamas posent un défi colossal pour toute une région où les tensions sont extrêmes. Ces situations historiques complexes représentent un défi pour l'avenir des relations internationales et engagent également les États-Unis pour les générations futures. En tant qu'Américaine d'origine palestinienne, investie profondément dans cette question, quel message avez-vous pour ceux qui cherchent des solutions dans ce conflit ? Je ne suis pas convaincue que les solutions émergeront uniquement de la table des négociations. Bien que je croie en l'importance de ce dialogue, je considère que notre réel progrès se manifeste lorsque nous rassemblons les parties à la table des négociations et les contraignons à écouter nos revendications. Actuellement, les médias occidentaux tendent à présenter la situation comme un simple conflit, cherchant à discréditer toute dissidence. Cette approche s'inscrit dans la continuité de l'impérialisme américain au Moyen-Orient et de ses agendas régionaux. C'est pourquoi je crois sincèrement que le véritable combat se mène dans les rues, par le biais de manifestations continuées et de l'utilisation de notre voix, pour sensibiliser à la situation en Palestine, ainsi qu'à l'utilisation des fonds fiscaux. C'est là que réside l'essentiel du débat et où nos efforts doivent être concentrés, ainsi que sur le questionnement des institutions en place. Juste une dernière question avant de terminer cet entretien. Lorsque j'échange avec des membres du Parti démocrate, certains expriment le souhait que ces manifestants s'impliquent plutôt en s'inscrivant sur les listes électorales dans des États politiquement favorables à la guerre.
plutôt que de manifester sur ces campus. Compte tenu de l'approche des élections présidentielles aux États-Unis et de la dynamique entre Trump et Biden dans les sondages, que pensez-vous de toutes ces critiques ? Je trouve incorrect d'affirmer que les gens ici ne sont pas réguliers. La plupart sont inscrits et ont participé aux élections de l'année dernière. Cependant, je crois que cette situation met en lumière les lacunes du système bipartite et du processus électoral américain. Fondamentalement, les deux partis poursuivent un agenda similaire, continuant tous deux à soutenir des politiques discutables, ce qui à la fin rend insignifiant le choix entre eux. Merci beaucoup Aya. Je vous remercie. Je vous propose à présent la lecture d'un article. Sous le titre « L'affaire dépasse Gaza », les étudiants manifestants identifient des liens avec la lutte internationale. Jeremy Peters, dans un article de New York Times, amorça ainsi ses propos. Pour de nombreux étudiants, la guerre à Gaza est liée à d'autres enjeux tels que le maintien de l'ordre, les injustices envers les populations autochtones, le racisme et les impacts des changements climatiques. L'auteur, après avoir mené des entretiens avec de nombreux étudiants à travers le pays, nota avec étonnement la perspective holistique à travers laquelle ces derniers appréhendent le conflit à Gaza, ce qui explique leurs urgences. En effet, la majorité des groupes de protestation réclament un cessez-le-feu immédiat ainsi qu'un désinvestissement collectif des entreprises ayant des intérêts en Israël ou dans l'industrie de la défense. Toutefois, étant donné l'interconnexion des problématiques, certains manifestants abordent d'autres sujets dans leur agenda. À titre d'exemple, à l'Université de Californie à Los Angeles, des étudiants comme Nicole Crawford exigent que l'établissement rompe ses liens avec le département de police de Los Angeles et réclament davantage de transparence quant aux investissements universitaires. L'auteur conclut en soulignant que le mouvement étudiant en faveur de la cause palestinienne s'est progressivement constitué au fil des décennies en se connectant à diverses problématiques. Les étudiants pour la justice en Palestine, un groupe affilié de manière informelle, ont commencé à se faire connaître au début des années 1990 à l'Université de Californie en tant qu'écologistes opposant à l'intervention en Amérique latine et critiques de la guerre du Golfe, élargissant ainsi leur assise. Nous accueillons maintenant Elizabeth Henker, éducatrice spécialisée à l'Université George Washington, également professeure en études américaines et en sciences politiques. En tant que membre du corps professoral, il est tout à fait pertinent que vous soyez également présente du fait de votre perspective de première main sur ce phénomène qui pousse les étudiants à se rassembler et à exercer leurs droits constitutionnels, notamment le premier amendement garantissant la liberté d'expression, un cursus qui leur permet non seulement d'acquérir des connaissances académiques, mais qui leur permet aussi de s'engager dans des sujets essentiels tels que la politique et les relations internationales. Les étudiants acquièrent et mettent en pratique leurs connaissances acquises. Ils accordent une importance capitale à leur droit à la liberté d'expression, protégé par le premier amendement. Leur présence ici a manifesté contre ce qu'ils ont analysé comme une injustice mondiale, démontre leur engagement à la défendre. La tradition de la désobéissance civile, tant aux États-Unis qu'à l'échelle mondiale, est bien établie, n'est-ce pas ? Lorsque les institutions auxquelles vous êtes attachés, qu'elles soient politiques ou universitaires, ne répondent pas à vos besoins ni aux demandes pour rectifier l'injustice, c'est alors que vous commencez à exercer la désobéissance civile. Les étudiants que nous voyons ici s'inscrivent pleinement dans cette tradition. Leurs protestations manifestées à travers un campement sur le terrain et une démarche pacifique et non violente vise à plaider contre la poursuite de la guerre à Gaza et le siège israélien de cette région, ainsi qu'à remettre en question l'implication de leur propre université dans ces enjeux, en réclamant le désengagement de ces investissements dans des secteurs tels que la production d'armes. Ils incarnent donc cette tradition séculaire en exerçant leur droit à la liberté d'expression et en pratiquant une sorte de désobéissance civile.
Il est indéniable que nous sommes tous deux trop jeunes pour avoir participé aux manifestations contre la guerre du Vietnam, en particulier vous, moi je suis un peu plus âgé. Par la suite, nous avons été témoins d'événements tels que la guerre du Golfe dans les années 90, période durant laquelle j'étais à l'université. Ces événements ont été marqués par des manifestations sporadiques, peut-être ici et là. Il y a eu les attentats du 11 septembre aux États-Unis, également Occupy Wall Street, qui a été un mouvement de protestation d'une grande vigueur après la crise financière de 2008. Comment pouvons-nous mettre ce mouvement actuel en perspective par rapport aux autres manifestations survenues aux États-Unis au cours des 50 ou 60 dernières années ? Vous avez raison de souligner que de nombreux mouvements sociaux progressistes ont historiquement émergé grâce à l'implication des étudiants et aux manifestations étudiantes. Nous avons donc été témoins de multiples manifestations contre la guerre, notamment contre le recrutement pendant la guerre du Vietnam, ainsi que de récentes occupations de l'espace public par des étudiants dans le cadre du mouvement Occupy Wall Street. Ainsi, les étudiants s'inscrivent dans une tradition d'activisme qui trouve souvent son origine dans les universités. En effet, l'université est souvent le lieu où l'on développe un regard critique sur le monde, où l'on encourage pour la première fois l'exercice du jugement critique. Il est donc logique que de nombreux grands mouvements sociaux récents aient émergé ou se soient amplifiés à partir de ce terrain universitaire. Cependant, les étudiants d'aujourd'hui font face à des défis quelque peu différents. Nous constatons que les forces de l'ordre peuvent parfois exercer une répression plus sévère qu'auparavant et que les institutions universitaires peuvent adopter des mesures plus répressives envers les étudiants activistes, telles que des suspensions ou les expulsions, des ressources que les universités n'avaient pas nécessairement utilisées auparavant contre leurs propres étudiants protestataires. Ainsi, bien que puisant dans une tradition, les étudiants se retrouvent également confrontés à des défis inédits. Il s'agit là de la première manifestation de l'ère moderne, caractérisée par l'avènement des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, où un étudiant peut instantanément partager son point de vue sans aucun intermédiaire. Quel effet cela a-t-il eu sur leur capacité à communiquer ? Je crois que cela a eu de nombreuses implications significatives. D'une part, nous observons que les étudiants utilisent TikTok pour échanger des informations entre eux, pour partager ce qui se passe sur le terrain. Une partie de la présence des étudiants ici découle ainsi de l'usage des réseaux sociaux, notamment de plateformes telles que TikTok. Lorsque vous entendez un récit médiatique, même si vous le lisez avec précision, cela peut vous affecter moins profondément que si vous obteniez des témoignages de première main de personnes sur le terrain. Les images diffusées sur TikTok et Instagram, ainsi que sur d'autres plateformes de réseaux sociaux, jouent un rôle crucial à cet égard. Je pense que c'est en partie la raison pour laquelle nous constatons actuellement un tel engouement chez les étudiants, car ils sont témoins des événements tragiques se déroulant, des injustices flagrantes. Et c'est précisément contre ceux-là qu'ils cherchent à se mobiliser. Juste une dernière question. Comment les étudiants, disons ceux avec qui vous êtes en contact, abordent-ils les accusations concernant le risque de violence ou un certain caractère antisémite dans ces manifestations ? Comment font-ils face à cette situation ? C'est une question pertinente. D'un côté, comme nous l'observons ici, la situation est véritablement pacifique. Il y a eu beaucoup de désinformation dans les médias sur ce qui se passe. C'est pourquoi je vous suis reconnaissante que vous soyez présents ici pour observer de première main. Si l'on examine l'environnement actuel, cela ressemble davantage à un rassemblement festif. Nous voyons des étudiants étudier, lire, chanter, manger. Ils se comportent presque comme s'ils étaient chez eux, sur leur campus, mettant en pratique certains des aspects les plus enrichissants de la vie universitaire. Cette ambiance est également observable dans de nombreux autres lieux de mobilisation. La plupart des manifestations de violence sont souvent déclenchées par l'intervention des forces de l'ordre à leur encontre, mais elles ne proviennent pas des étudiants, qui maintiennent un comportement plutôt pacifique. Par ailleurs, nous assistons à de nombreuses allégations infondées concernant l'antisémitisme. Souvent, si un étudiant prend conscience de la nature problématique d'un tel symbole et qu'un autre étudiant le lui fait remarquer, ils ajusteront leur comportement. Ces allégations sont souvent utilisées pour discréditer les étudiants et les détourner de leur message principal, qui est de focaliser l'attention sur ce qui se déroule à Gaza. Je vous remercie infiniment, professeur Elisabeth Henker, pour votre témoignage. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Nous nous trouvons actuellement au cœur d'une manifestation qui reste pour le moment pacifique. Des centaines d'étudiants de l'université George Washington, située au centre de la capitale, sont présents. Parmi nous,
Maintenant, Negar Mortazavi, journaliste et commentatrice en politique étrangère, pourriez-vous nous donner un aperçu de ce que vous observez ici ? Les étudiants exercent leur droit d'expression protégé par le premier amendement, mais ils ne le font pas pour évoquer des sujets comme l'Ukraine ou Taïwan. Leur intérêt est spécifiquement concentré sur la Palestine et sur le conflit entre Israël et le Hamas. Pourquoi pensez-vous que cette question occupe une place pondérante en ce moment ? En tant qu'ancienne étudiante, je me remémore ces mouvements estudiantins comme les guerres et contre ce qu'ils percevaient comme les injustices de leur époque. Ce que je trouve remarquable dans le contexte actuel de la Palestine et de la guerre à Gaza, c'est que les étudiants voient leur propre gouvernement comme complice de ce conflit, le soutenant ou le finançant. C'est donc, à mon avis, différent d'autres situations comme celle de l'Ukraine. Dans le cas de l'Ukraine, les responsables élus de tous bords politiques ainsi que le gouvernement dans son ensemble se positionnent du côté des Ukrainiens, ce qui est perçu par les étudiants comme une injustice. Mais dans le contexte palestinien, il s'agit avant tout de s'opposer à la politique de leurs propres dirigeants. Ils voient leur propre gouvernement et par extension l'utilisation de leurs impôts comme soutenant ce qu'ils considèrent comme une injustice flagrante. Negar, récemment, Joe Biden a pris la parole et a souligné l'importance du premier amendement, des droits de réunion et de la liberté d'expression en condamnant la violence. Bien que cette discussion soit nouvelle, un courant sous-jacent persiste. L'environnement politique est particulièrement tendu. Les divisions entre républicains et démocrates sont profondes et de nombreux démocrates expriment le souhait que les manifestants se concentrent sur l'inscription des électeurs dans les États clés de l'élection présidentielle à venir, qui s'annonce très disputée. Cette dynamique intérieure s'entrelace avec les enjeux de politique étrangère et de diplomatie au Moyen-Orient. Je suis convaincue qu'un certain nombre de jeunes électeurs ont été très impliqués dans la campagne de Joe Biden, non seulement en votant pour lui, mais aussi en participant activement à ses efforts de campagne, en s'inscrivant pour voter et en mobilisant d'autres électeurs. Nombre d'entre eux sont profondément déçus par le président actuel. Cette déception ne vient pas de l'opposition politique, mais de leur propre parti. J'ai rencontré de nombreux jeunes qui ont soutenu Joe Biden dans l'espoir qu'il adopte une position plus juste sur des questions importantes et qu'il soit du bon côté de l'histoire. Pour beaucoup, c'est une surprise, car Joe Biden a été associé à des positions de justice par le passé, que ce soit en s'opposant à l'apartheid, en plaidant pour la fin des guerres au Moyen-Orient ou en critiquant la répression des manifestations de Black Lives Matter sous l'administration précédente. Maintenant qu'il est président, il détient le pouvoir le plus élevé dans le pays et prend les décisions en matière de politique étrangère. Les étudiants ont le sentiment légitime d'avoir été trahis car ils ont voté pour lui et l'ont soutenu, mais ils estiment aujourd'hui qu'il n'a pas pris position du côté qu'ils considèrent comme juste. Merci Negar d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Média 1 TV. Merci beaucoup. Je vous remercie, chers téléspectateurs, pour votre attention. Merci également à mes invités pour leurs précieuses contributions, Leonski Pwaskin, Aya et Negar Mortazavi, ainsi qu'à notre ami et chroniqueur Georges Landris. Mes remerciements vont également à notre correspondante à Washington DC, Jeanne Mansour, et à toute notre équipe de production, dirigée par notre réalisateur et producteur Mohamed Saïd El-Wafi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec le Maroc depuis Washington.